Voilà, alors ça mérite... Oui, Emmanuel Ratier. Oui, enfin, je crois que par-delà les actes symboliques et ce genre de choses, Pierre de Villemarais en parle de temps en temps, etc. Bon, ce que Bouteflika vient chercher en France, c'est un soutien armé, militaire, c'est-à-dire de l'armement, pour le maintien de l'ordre, qui est vendu par des sociétés françaises, et toute une partie de l'encadrement actuellement des troupes et de la police algérienne, il y a un encadrement français c'est à ça que je voulais en venir, qui est effectivement, effectué par les services secrets français, une partie des services militaires, etc. Et il suffit de voir les photos de répression en Algérie contre les militants islamiques pour voir qu'ils sont équipés pratiquement exclusivement avec tout l'équipement du contre-terrorisme d'État, des blindés français, etc. Des hélicoptères de surveillance français. Et pendant qu'il était en visite en France, on nous dit que ça va beaucoup mieux en Algérie, mais enfin il y a bien eu 70 ou 80 personnes qui ont été égorgées. Ça a changé, et il ne se maintient au pouvoir, mais ses prédécesseurs, depuis qu'il y a eu le refus d'admettre la potentielle victoire des islamistes au second tour aux législatives il y a déjà quelques années, l'ensemble des personnes qui se sont succédées à la tête du gouvernement algérien sont toutes, en fait, dépendent toutes du clan des militaires. Bon, alors quand on nous dit qu'on lui a remis une partie de sa dette, en fait ce sont des crédits militaires que se séparent soit les militaires qui transportent ensuite les valises dans des comptes en Suisse, soit l'essentiel sert au maintien de l'ordre en Algérie. Et s'il n'y avait pas le soutien français, le gouvernement algérien aurait été balayé depuis fort longtemps. Alors ça pose un double problème. Ça pose d'abord le problème du financement de ces affaires, c'est-à-dire ça c'est du fric qu'on leur donne nettement, parce que c'est évident que si on leur a donné, on leur a fait remise de la dette, c'est pas pour leur facturer l'armement qu'on leur livre ensuite. Et donc ça c'est les contribuables français qui sont en train d'équiper le contre-terrorisme, enfin le terrorisme d'État algérien. Et la deuxième chose, c'est que ça implique directement la France dans une guerre intérieure à l'État algérien, avec toutes les conséquences possibles à court terme, quand on sait que les banlieues françaises sont littéralement noyautées par l'islamisme, et que dans toutes les mosquées, enfin dans beaucoup de mosquées des banlieues, il y a un discours islamiste, disons, dynamique, pour rester dans des understatements ou des euphémismes délicats, qui circulent, le jour où, comme le dit Bijard, on va venir à Bijard tout à l'heure, comme le dit Bijard dans Le Monde, le jour où les banlieues vont péter, c'est évident qu'on va se trouver dans une situation extrêmement difficile, parce que les jeunes islamistes qui sont actuellement dans les banlieues, ils vont faire en plus à l'État français le reproche d'avoir armé les tueurs d'islamistes en Algérie. On n'est pas sorti de l'auberge. Je crois que véritablement l'irresponsabilité des dirigeants, de la mafia dirigeante en France est énorme dans cette histoire. Le rôle du ministère de l'Intérieur est fondamental dans cette affaire, à la fois pour tout ce qui est équipement, vente de matériel qui passe nécessairement par eux, et pour une fois c'est pas tellement des matériels militaires, en fait c'est des grenades, des pistolets de grenades, du maintien de l'ordre. Et puis la deuxième, c'est que en France, il y a des arrêtés d'interdiction qui sont pris, tous les révisionnistes le savent bien, ou les gens qui changent un peu qui décident d'être non politiquement corrects, leurs ouvrages sont systématiquement interdits, mais dans la catégorie, il y a toutes les revues islamistes algériennes qui pourraient sortir en France ou qui sortent, qui sont interdites dès le premier ou le deuxième numéro, et il y en a eu des dizaines. Et ça c'est évident, ça attise les représentants islamistes opposants au régime algérien qui sont en France. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de responsables de mosquées qui sont actuellement assignés à résidence. Ça fait 7 ans qu'ils sont assignés à résidence. Pourtant, on les continue à les laisser parler, mais ça, c'est le gouvernement français qui a décidé de soutenir à fond le gouvernement algérien. Et la question clé, elle est là, c'est pourquoi. Par un hasard extraordinaire, on publie dans Le Monde d'aujourd'hui, daté donc de demain, une grande page sur la nouvelle affaire Massu. Alors, moi je peux pas croire à une pure coïncidence, que le lendemain de la visite de Bouteflika, une femme algérienne dise « Moi j'ai été torturée par l'armée française sous les yeux de Massu et de Bijard, et je réclame, sous prétexte d'ailleurs de retrouver l'homme qui lui aurait sauvé la vie. » En fait, tout ça va finir, selon la bonne habitude, par la réclamation de quelques indemnités sonnantes et trébuchantes. Alors, je voudrais savoir si vous avez un éclairage particulier sur cette affaire, des informations ou des opinions.
Aucune, sauf que la dame... Sur Massu, peut-être. Et la dame à qui Le Monde accorde si gentiment ses colonnes, il y en avait une, je ne sais pas si c'est la même, il y a quelques jours. On ne sait pas pourquoi elle était arrêtée et torturée, car c'était probablement une poseuse de bombes, et ça on ne le dit pas. On parle que de la torture. La dame en question, d'ailleurs, ayant été assez mise à mal, a été récupérée par un médecin militaire qui passait par là et qui l'a fait conduire à l'hôpital ou dans une infirmerie pour la soigner. Elle en éprouve une grande reconnaissance et à l'heure actuelle, elle dit qu'elle aimerait bien retrouver ce médecin militaire. Oui, mais alors justement, il y a une question qui se pose, Claude. On n'arrive pas à retrouver ce médecin. Moi, il est mort, je crois. Il a été égorgé par le FLN. Ah, c'est ça. Charles de Courfeyrac, c'est intéressant parce que il avait dit en 1910 ou en 1912, je crois, il faut en faire des chrétiens, ça nous chasseront. Avant 50 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé, presque à date fixe. D'ailleurs, vous savez une chose, c'est que vous savez qu'il y avait deux équipes qui avaient les mêmes couleurs. Il y avait les Blues, les Français, qui étaient les bleus, et l'équipe italienne qui était les azzurri, les bleus, ce qui veut dire les bleus en français. Hein, oui, vous saviez ça? Azur. Et finalement, contre toutes les règles, ce sont les Français qui recevaient, enfin qui étaient plus exactement, qui étaient l'équipe dominante, je dirais, puisque champion du monde. C'est eux qui ont gardé leur bleu, et ce sont les Italiens qui se sont mis en blanc. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez nous le dire. Vous n'imaginez pas quand même tous les commentateurs de télévision expliquaient pendant toute la soirée que c'était l'équipe des Blancs qui était l'équipe de France. Parce que l'image démentait le propos. Tandis qu'avec les Italiens, ça marchait parfaitement. Alors quand j'ai vu après toute cette belle jeunesse se réunir sur les Champs-Élysées pour célébrer la chance pour la France, et enfin vraiment l'espèce de melting pot extraordinaire, l'exemple d'intégration, et ces jeunes gens. Jamais assimilation, vous non plus. Hein, mais c'est la même chose, me fais pas. Mais si, alors je vous montrerai. Mon ami Chabanis l'autre jour m'a montré le dictionnaire Larousse 1923, dans lequel il est dit démontré de la façon la plus évidente que c'est la même chose. Mais si vous voulez qu'on se bagarre sur le vocabulaire, moi je suis tout à fait d'accord, on peut y passer la soirée. Je sais de vous exciter un peu. Assimilation, intégration, ce que vous voulez. Moi je ne vois qu'une méthode d'intégration et je ne dirai pas laquelle parce que ça va comme ça. Ah ben celle de Foucault, de Charles de Foucault. Oui, il y en a une autre. Non, c'est hein, pas celle-là. Moi, je pensais à quelque chose de plus, comment dirais-je, radical. Peut-être. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Et donc, je me dis que quand je voyais toute cette foule de jeunes gens réunis pour célébrer l'intégration ou l'assimilation ou tout ce que vous voulez, qui s'assimilent et qui s'intègrent en brûlant des voitures, en cassant les vitrines, tout ça sous des drapeaux marocains et algériens, je trouve que c'est sympathique, parce que comme ça, les crétins qui n'ont pas encore compris, ils vont peut-être finalement comprendre quelque chose. Non, vous ne croyez pas? Non, je crois pas. Je crois pas. Non. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas avoir. Et puis surtout qui sont informés. Est-ce que vous avez vu dans un seul journal la moindre allusion, je vous donne la parole tout de suite, Daniel, la moindre allusion à la personnalité du jeune homme de 14 ans et demi? On a dit que c'était un adolescent, un collégien, un jeune homme qui a violé plusieurs femmes, qui a été arrêté après avoir violé plusieurs femmes dans des ascenseurs, chez elle, dans des parkings, etc. On vous a dit que c'était un Montpelliérain. Vous n'avez pas vu cette histoire? Je l'ai entendu vaguement. Un Montpelliérain d'appellation non contrôlée, comme dirait quelqu'un que j'aime bien. Et je ne savais pas qu'à Montpellier, le soleil était aussi fort que ça. Hein? Vraiment, il a pris un coup de soleil terrible, le gars. Voilà. De toute façon. Donc si vous croyez encore ce que vous lisez dans les journaux, on ne peut plus rien pour vous. C'est-à-dire que c'est vrai que l'avortement a toujours existé. Ça, c'est ce qu'on nous a dit l'avocat général de Rennes. Mais je dirais que maintenant, il est idéologique. C'est pas pour ça qu'on l'admet. L'assassinat a toujours existé, mais maintenant il est dans la loi. C'est là toute la différence, c'est-à-dire qu'il fait partie, la transgression n'est plus hors la loi, elle est dans la loi. Et alors, pour quelle raison ?
Parce qu'au fond, tout est là. À quoi ça sert de mettre On a mis une plante vénéneuse, un peu comme l'ADN trafiqué, vous savez. Dans la loi, on a introduit un venin horrible qui consiste à permettre de tuer son propre enfant. Pour quelle raison? Alors là, vous savez comme moi, vous connaissez ces déclarations du planning, c'est pour changer les comportements traditionnels. C'est-à-dire que l'avortement, finalement, est un acte révolutionnaire. Alors à quoi bon cet acte révolutionnaire? Mais c'est tout simplement pour enfoncer le clou d'une idéologie qui est celle de la culture de mort, c'est-à-dire qui est pas autre chose que le péché originel. C'est l'homme qui décide du bien et du mal, du vrai et du faux, du juste et de l'injuste. Eh bien, la réponse est toute simple. C'est une réponse, finalement, que Satan dirait, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire quand on désobéit à Dieu. Et alors, il veut nous damner. Lui-même est damné, parce que pour lui, il n'y avait pas de repentance possible, puisqu'il voyait Dieu face à face. Donc je dirais, quand il a refusé de servir, il a été précipité dans les enfers, et c'est là qu'il veut nous attirer. Le but de la culture de mort n'est pas autre que la damnation. Et puis à propos de la Gay Pride, parfaitement. Lors du défilé de la Gay Pride, j'ai vu de nombreux petits-enfants portant des banderoles. Personne n'a rien trouvé à redire. Mais, pour la fête Dieu, lors d'une procession autour de l'église, devant le très saint sacrement tenu par notre curé, de tout petits enfants répandaient des pétales de rose, comme cela se fait depuis toujours. Quelle merveille. Nous avons croisé un groupe d'opposants qui a trouvé honteux d'utiliser des gosses pour ces qu'il faudrait interdire. Ces couenneries. Ouais, eh ben. Dernier message. D'abord, la loi de M. Neuwirth autorisant la pilule anticonceptionnelle. Ensuite, la loi Veil qui autorise l'avortement. Enfin, la loi Neyert qui réprime les prières devant les cliniques d'avortement. Il doit y avoir un point commun entre ces trois choses, mais je n'arrive pas à trouver lequel. Pouvez-vous m'aider? Demande un auditeur. Alors je lance un appel aux auditeurs. Si vous voyez un point commun, vous écrivez-nous, vous avez gagné. Moi, je ne vois pas du tout. Et on va voir comment on peut faire main basse sur un pays, comment on peut démanteler un pays, comment on peut le déraciner, comment on peut détruire ses traditions, sa culture et l'espérance de son peuple. Que c'est le plan du mondialisme, en réalité, et que aujourd'hui c'est eux, demain c'est nous. Vous connaissez la devise qui... Odier mi, cras tibi. La phrase rappelée par Jean Madirande présent. Aujourd'hui, ce qui m'arrive à moi, t'arrivera à toi demain. Bien, alors on voit où c'est. Combien d'habitants? 8 millions normalement, 7 en réalité, puisqu'un million a dû s'en aller à la suite des privations de... Alors on a 40% des Bulgares qui vivent actuellement avec moins de 260 francs par mois. L'équivalent. Ouais, l'équivalent. Parce qu'ils payent leur monnaie, c'est le Lev. Le Lev est indexé sur le Deutsche Mark. Donc, il évolue comme le Deutsche Mark. Pourquoi? Mais parce que toute la zone est destinée à devenir allemande, puisque le Kosovo voisin, s'appellera peut-être l'Albanie dans pas très longtemps, est déjà, avec le petit haut docteur Kouchner, une zone allemande. D'un point de vue de monnaie, je veux dire. Oui, c'est déjà le mark qui est... Voilà. On parle une langue qui ressemble à de l'anglais. Oui, à peine. C'était l'onglet. Et on monnaie en marque. Donc ça c'est le Kosovo, ça va bientôt être le cas probablement au Monténégro. Il y a la Macédoine qu'on oublie, qui est pas bien, qui est aussi concernée. Bon, l'Albanie sera très heureuse aussi de se mettre aux marques. L'essentiel des échanges dans la région, de toute manière, se fait en marque, depuis très longtemps. Donc, le premier des mensonges de la propagande mondialiste qu'il faut mettre en lumière, en ce qui concerne la Bulgarie, c'est un mensonge qui porte sur la constitution du peuple, sur ses origines, ses racines, oui, c'est ses traditions, important. Ça fait partie du schéma général d'aménagement des peuples, de la restructuration, puisqu'on a parlé de perestroïka. Il s'agissait de restructuration. On restructure les peuples d'une certaine manière. Alors, comment bien les restructurer? Parfois en les lobotomisant, en retirant une partie de l'histoire. En les lobotomisant? Oui, si vous... Oui, c'est pas mal ça. Ouais. En faisant échapper une partie de l'histoire qu'ils ont parfaitement connue, que certains ont très bien enregistrée. Juste une toute petite parenthèse, il y a un article qui est paru sur la Bulgarie dans le Nouvel Observateur qui a été primé par une fondation anonyme en Bulgarie. Ça va vous étonner, c'est un article d'un journaliste du Nouvel Observateur, Henri Gershon, fait au moment de la guerre du Kosovo, pour expliquer que les Bulgares souffraient d'hypertrophie de la mémoire. Ah tiens.
C'est typiquement bulgare, ça, parfaitement bulgare, justement, au moment où ils essayent justement d'oublier beaucoup de choses de manière à pouvoir vivre normalement. Mais ça leur est interdit pour le moment. L'hypertrophie de la mémoire. Ça, c'est une formule qu'il faut garder, on pourra peut-être s'en servir en France. C'est curieux qu'il se soit trouvé une fondation spéciale pour donner un prix coquet. C'est pas la fondation Soros, ne me dites pas ça. Non, c'est pas, mais je ne sais pas quelle est cette fondation. Je n'ai pas trouvé le... Alors, on a vu, vous nous disiez qu'il y a les Pomaks, qui sont en réalité des Turcs, il y a donc les Bulgares... Et les Pomaks, il y a les Turcs qui sont de choses différentes, mais enfin bon, qui tendent à s'assimiler, lesquels sont travaillés d'ailleurs parfois par des mouvements de musulmans wahhabites. C'est une nouveauté qui, après avoir beaucoup semé la pagaille en Tchétchénie, se répand maintenant dans le sud de l'Europe, et on le sait déjà depuis un moment pour la Bosnie. C'est disons, en gros, l'argent américain qui s'employait pour l'agitation du côté de l'Afghanistan a formé des révolutionnaires musulmans qui se sont reportés sur la Tchétchénie, en Bosnie, maintenant en Bulgarie, parce qu'ils ne peuvent pas, comme ils sont originaires en général d'Arabie Saoudite, remettre en cause les structures de l'Arabie Saoudite. Et il faut toute cette belle énergie, il faut bien qu'elle s'emploie à quelque chose. Elle s'emploie à déstabiliser la région. Ça tombe très bien parce que les Américains ont très très envie de voir cette région déstabilisée. Alors justement, je crois qu'on a montré qu'il y a des tendances évidentes à nier la réalité nationale bulgare, à nier l'ensemble ethnique bulgare. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi, voilà. Pourquoi les Américains ont-ils... et l'Union européenne aussi, puisqu'elle pousse beaucoup, mais l'Union européenne est peut-être un pseudopode des Américains. Alors pourquoi ces gens-là, qui ont un pays quand même où ils ont assez de soucis... Alors vous aviez raison largement. Pourquoi ont-ils cette obsession de casser un tout petit pays comme la Bulgarie ? Vous avez eu raison de commencer par la situation géographique, c'est bien ça le problème. La Bulgarie est un carrefour, et c'est dit dans à peu près tous les dépliants que vous pouvez avoir sur le pays actuellement. On prétend que ce devrait être un lien entre l'Asie et l'Europe. Et c'est le grand projet en réalité, c'est-à-dire, puisqu'elle est juste en face de la Turquie, que les voies de transport pour les marchandises, pour l'énergie, c'est-à-dire les oléoducs, doivent passer de l'Asie centrale, où sont les gisements pétroliers, gaziers, surtout gaziers, parce que les besoins en gaz ne vont cesser de croître, on le sait, puisque ce sont des choses qui se prévoient largement à l'avance, qui se quantifient, ne vont cesser de croître dans les années qui viennent. Il faut maintenant aménager des voies de passage, et ces voies de passage passent par ces anciens pays qui appartenaient au bloc de l'Est, au Comecon. Il faut réaménager tout cela. Mais il faut réaménager tout cela sans les peuples, sans que les peuples puissent en profiter, de manière à, c'est l'obsession du jour depuis longtemps, réduire les coûts. Il ne faut pas que les peuples puissent profiter d'éventuelles taxes de passage ou qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Il s'agit d'avoir une grande masse, mais ça nous concerne aussi. C'est le schéma qui est en cours dans toute l'Europe actuellement. Il s'agit de tout mélanger de manière à ce qu'il n'y ait plus d'opposition. Il faut rappeler peut-être aussi ce que disait le général Gallois lundi dernier, enfin lundi en 8, à propos du caractère d'extraordinaire dangerosité de certains super oléoducs dont le contrôle permettrait de provoquer de véritables cataclysmes si ils échappaient il y avait des attentats ou des choses comme ça. Donc on pense bien que les gens qui construisent ces grandes voies de transport d'énergie ou de transport de matières premières ne sont pas du tout disposés à laisser des petites entités nationales contrôler le fonctionnement sur leur territoire. Oui, tout à fait. Alors vous nous avez dit le pétrole non pas d'Europe centrale, d'Asie centrale, le gaz, particulièrement le gaz. L'eau est un autre problème. Alors l'eau, exactement, j'allais vous en parler parce que l'eau, on voit très bien. Depuis des années, on voit que la question de l'eau est fait 25 ans, est 30 très importante dans ce secteur. On voit qu'il y a un axe turco-israélien qui s'est dessiné pour se partager le contrôle de l'eau dans le pays. C'est-à-dire la Turquie est le principe de l'autre côté, du côté du Moyen-Orient. La Turquie est le principal fournisseur d'eau avec le Tigre, l'Euphrate qui le contrôle, qui sont sur son territoire. Les Balkans regorgent d'eau.
tous les Balkans, c'est-à-dire la Grèce, la Turquie, la Turquie d'Europe, hein, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro aussi, mais enfin tous les Balkans regorgent d'eau. Il y a des lacs, il y a des cours d'eau. Et là, le processus mental est le même, c'est-à-dire qu'il s'agit de contrôler rapidement. De contrôler et d'interdire aux populations qui occupent ces territoires depuis des millénaires, qui sont en quelque sorte nés de la terre, de décider d'exercer le contrôle qui ne doit appartenir qu'à des organismes mondialistes, multinationales. On va y arriver par des biais assez rigolos. On va prétendre qu'il est nécessaire de privatiser. Ce qui paraît peut-être logique dans un premier temps, dans la mesure où il faut épurer, et ainsi de suite, qu'il là aussi il y a des investissements, mais ils ne sont pas du tout du même ordre que pour le pétrole ou pour le gaz. Je pense que on profite des guerres pour pouvoir confisquer et détourner les richesses en réalité. Les torrents des montagnes du coin n'ont pas besoin d'être purifiés. C'est après. Depuis la guerre du Kosovo avec les bombardements, il y a encore des questions de cet ordre. Sur la Bulgarie, c'est cette volonté. J'y reviens, on en a parlé plusieurs fois déjà, mais j'y reviens parce que c'est capital. Cette volonté, cette détermination du système mondialiste d'interdire à certains peuples, certaines nations, d'exercer leur souveraineté sur leur territoire. Et il y a un exemple de ça, ce qui pourrait être un exemple. C'est un événement qui s'est passé en Grèce il y a quelques jours où un attaché d'ambassade, un attaché militaire de l'ambassade de Grande-Bretagne à Athènes a été abattu dans la rue et l'attentat a été revendiqué par un prétendu mouvement du 17 novembre qui serait un groupuscule terroriste d'extrême gauche qui sévirait en Grèce depuis 25 ans. Sans que, depuis 25 ans, on n'ait jamais arrêté un seul de ses membres, alors qu'ils ont tué plus de, je crois, 50 personnes. Et qu'ils ont fait des centaines de blessés dans des attentats divers. Et l'hypothèse qui est avancée par plusieurs personnes qui s'intéressent à ces questions, on en fait état dans le Libre Journal, c'est qu'en réalité, cet attentat serait pas du tout, que le mouvement du 17 novembre n'existerait pas du tout, et que ça serait simplement le faux nez de certains services actions américains, pour dire les choses clairement. Il y a eu ça en Belgique, autrefois, il y a eu les cellules communistes combattantes, il y a eu le Gladio en Italie, c'était à peu près ça aussi. Et qui sont donc des faux nez, et que Sanders aurait été exécuté, aurait été abattu pour diverses raisons, dont une qui transparaît dans un article qui a été publié par la presse américaine quelques jours après son assassinat, article qui disait, maintenant il est prouvé par ce dernier crime du mouvement du 17 novembre que la Grèce n'est pas capable d'assurer la lutte contre le terrorisme sur son propre territoire et que par conséquent il faut que les instances internationales se substituent à l'incapacité des Grecs d'assurer la lutte contre le terrorisme chez eux. Et on en vient à se demander, disait cet article en chute, on en vient à se demander si le moment n'est pas venu de redonner à la Grèce son vieux nom de province ottomane de Grèce. Et là, on est au cœur d'un système... Provocation, oui. Mais bien sûr, on est au cœur d'un système qui est à l'évidence, qui vise à l'évidence à donner une forme comment dirais-je, non pas un impérium, mais un proconsulat à la Turquie sur cette région. Pour des raisons qui sont liées à ce qu'on disait probablement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une alliance objective et commerciale et stratégique, au sens de la stratégie des matières premières, entre la Turquie et Israël. C'est le malheur de la région depuis très longtemps, d'avoir toujours été actionné par les puissances capitalistes, puisque c'était le cas, c'est pas pour faire du pseudo-marxisme ou des choses comme ça, mais les guerres qui ont eu lieu pendant des siècles dans ces régions-là ont été menées au départ par Venise et par Gênes, c'est ce qui a permis le basculement de ce qui restait de Byzance dans les mains des Ottomans. Ensuite, on a gardé avec les Ottomans de bons contacts de manière à ce qu'ils contrôlent les peuples de la région pour que l'on puisse obtenir les richesses que l'on souhaitait. Au XIXe siècle, les guerres étaient aussi menées par les capitalistes anglais, allemands, français, italiens très peu, russes, parce que on l'a beaucoup dit, je crois, par les francs-maçonneries.
Les francs-maçonneries ont été... Et elles reviennent, les francs-maçonneries. Parce que dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, la franc-maçonnerie était interdite. Maintenant, elle revient, américaine, italienne, et ainsi de suite. Et c'est une manière de reprendre le contrôle pour des questions d'argent, en réalité. Parce que j'aimerais beaucoup qu'on garde au moins en tête une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de guerre là où il n'y a pas d'intérêt, et d'intérêt financier. Parce qu'on s'est laissé un peu déborder au moment de la guerre du Kosovo. C'est-à-dire qu'on nous vend, si j'ose dire, des guerres humanitaires, alors qu'il s'agit simplement de bonnes vieilles guerres de fric. Oui. Il s'agit de s'empérer de certaines matières premières. Il s'agit d'imposer l'achat de certains produits manufacturés par les puissances dominantes, et il s'agit de s'assurer, c'est un vieux truc qui remonte, je pense que les premières guerres entre les hommes préhistoriques devaient avoir exactement le même motif. Il s'agit de s'assurer le libre passage sur certains territoires. Alors vous avez la tribu de Nao qui dit moi je veux rester chez moi, et la tribu de Gam qui dit nous on veut traverser parce qu'on va aller au bord de la rivière, et donc ils se foutent sur la gueule pendant des générations et des générations parce que l'un veut être chez lui et l'autre veut traverser le territoire. Simplement on pensait être sorti de ça alors qu'en réalité on est de retour dans ça. Ben maintenant on dit, vous comprenez, la tribu de Nao, il faut aller chez elle parce qu'ils traitent mal leurs femmes, et donc on va aller prendre la défense des femmes de la tribu de Nao. Ou alors parce que la tribu de Nao a en quelque sorte esclavagisé la tribu de Nam, et alors la tribu de Gam va intervenir pour rendre la liberté à la tribu de Nam entre les mains des Gao qui sont extrêmement méchants. Mais c'est toujours les mêmes procédés. Oui, avec des moyens bien plus grands maintenant. Et un projet bien plus construit derrière, qui est d'annihiler ce qui reste des vieilles cultures européennes. Et c'est d'ailleurs le problème. Alors, une de ces voies de passage, quand même, je voudrais qu'on s'y arrête un instant, c'est ce qu'on appelait dans la vieille tradition des grands voyages, des grandes caravanes, la tradition des grands voyageurs au XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe siècle, la route de la soie. Cette route de la soie, oui. Et maintenant, c'est devenu, alors c'est moins charmant. Elle est définie depuis le 10 mars 99 par un acte du Congrès américain devant le CFR, le Committee of Foreign Relations, et ça s'appelle le Silk Road Strategy Act, et elle définit très très bien les raisons pour lesquelles on peut intervenir, et ça ressemble terriblement au pacte qui existait autrefois d'assistance entre républiques soviétiques qui devaient se prêter mutuellement assistance pour des raisons en général très nobles. Alors là, il s'agit les pays les pays de la route de la soie, il faut quand même les définir, c'est l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. C'est-à-dire, en fin de compte, tous les pays d'Asie centrale qui vont jusque en Chine. Et qui vont de la Turquie jusque en Chine. Et l'acte qui a été fait au Sénat par le sénateur Brownback et qui définit les raisons, la politique des États-Unis qui va s'imposer à ces pays, les raisons, il s'agit de promouvoir et de renforcer l'indépendance, la souveraineté des gouvernements démocratiques et le respect des human rights, des droits de l'homme. Oui. Et de promouvoir la tolérance, le pluralisme, la compréhension et l'antiracisme et l'antisémitisme. Il est très curieux qu'un pays comme ça, les États-Unis, s'occupe d'une zone avec laquelle elle n'a pas de frontières, applique une loi exactement comme elle a une loi d'Amato qui interdit c'est l'impérialisme américain. C'est-à-dire que la loi d'Amato, c'est la loi qui interdit à toutes les sociétés du monde entier, y compris les sociétés françaises, de faire du commerce avec les pays que la puissance américaine a décidé de boycotter. C'est-à-dire que si on veut négocier, on veut travailler avec l'Iran, ou avec l'Irak, par exemple, si les Français veulent travailler avec l'Irak, ils tombent sous le coup de la loi d'Amato. C'est absolument invraisemblable, qui est une loi américaine, votée à la demande du congressman d'Amato, et c'est une loi qui interdit tout simplement aux Français de faire ce qui est du strict intérêt des Français, parce que ça plaît pas aux Américains. Et le seul fait qu'on puisse accepter ce système sans contrepartie, parce que comment peuvent-ils imposer le droit? Tout simplement en disant toute société du monde qui acceptera de travailler avec
qu'un pays mis sous embargo américain n'aura plus le droit de travailler aux États-Unis. C'est la mort du marché. Eh bien, il suffit de dire, chaque fois qu'il y aura une société qui sera interdite aux États-Unis, société française interdite aux États-Unis, on interdira une société équivalente. Il n'y a pas de réciprocité, oui. Mais le principe, le problème, c'est que chez nous, il n'y a jamais de réciprocité. C'est-à-dire qu'on peut tout faire à la France sans que jamais un seul de nos gouvernants se dresse pour dire, on va faire la même chose. L'intérêt de la démonstration, c'est de bien voir que l'indépendance nationale est une fiction depuis déjà bien longtemps. Ouais, bien sûr. Puisque la souveraineté nationale est une fiction aussi, c'est qui est encore plus grave. Oui. Parce que là, il y a une petite escroquerie qui se déroule depuis un moment. Quand vous avez Couteau, c'est ça, qui dit qu'il va défendre les intérêts des souverainistes et qui vote pour l'entrée de la Turquie, c'est totalement aberrant dans l'Europe. Il ne défend plus rien à partir de ce moment-là. Et c'est le problème qu'ont les pays des Balkans, c'est le problème qu'ont les pays d'Asie centrale aussi, d'une autre manière. Cette ouverture des frontières fait que tout est mélangé avec tout et qu'il n'y a plus de possibilité autre que d'être un consommateur. Alors il y a un aspect tout à fait intéressant de ces questions, c'est le fait que le système mondialiste s'empare de certains symboles qui sont des symboles nationaux, ou des symboles de tradition. Alors vous avez un grand expert pour ça, oui. Et les transforme en cochonneries modernistes. Alors, Soros qui fait ça. Soros fait ça de A à Z. Alors, vous avez apporté. Je pensais à ça d'ailleurs à propos de Davos que vous veniez d'évoquer, parce que c'est vrai que il était présent. Soros était présent à Davos. Mais le mythe, le mythe au sens historique. De la route de la soie, c'est quelque chose de splendide. Oui. Moi, j'ai été. Nous, dans notre adolescence, on a été bercés par le rêve. De ces rêves pour autre chose, pour le détournement. Et ces espèces de mercantiles de bas étage s'emparent de ce truc et le coche, de bas étage. De haute volée, de bas étage et de haute volée. Et le cochonne pour en faire une espèce de saloperie. Il a fait autre chose, par exemple, dans la Bulgarie, puisqu'il s'occupe énormément de la Bulgarie. Il a pris le nom de Rila, qui est le plus grand monastère, pour en faire une société d'informatique. Et dans le dernier livre journal, je raconte ce que c'est que cette société d'informatique. C'est le détournement du travail des ingénieurs bulgares qui sont considérés comme les meilleurs informaticiens, en tout cas de l'ancien Comecon, et certainement comparables aux ingénieurs occidentaux. Ils sont payés pour des misères, comme leurs voisins d'ailleurs roumains sont aussi détournés, parce que aussi on a des capacités dans ce domaine. On les pille aussi, c'est-à-dire qu'on les emploie à des salaires dérisoires qui sont à peine le 10e de ce que touche un programmeur chez nous. Alors pour montrer, je ne sais pas, est-ce que vous avez apporté la musique de M. Soros? Non, pas ce coup-ci. Les fois précédentes. Si vous voulez de la musique, on peut écouter autre chose. Oui, j'aurais bien voulu qu'on fasse la comparaison et qu'on montre ce qu'est la musique traditionnelle bulgare et le genre de cochonnerie, d'immondice musicale. On l'avait fait la fois précédente, je ne vais pas refaire exactement que propose Soros. Bien. Alors on est passé très vite sur Soros, mais j'aimerais bien que vous développiez le rôle de Soros en Bulgarie, car il me paraît... Soros est extraordinaire, c'est-à-dire que ce qu'il a en main, c'est une puissance qui est 2 fois supérieure à celle du PNB de toute la Bulgarie. Il fait exactement ce qu'il veut. Par exemple, il y a un plan de licenciement des militaires, de restructuration de l'armée. Comme en France, c'est ce que fait Richard. Comme en France, mais c'est pas seulement en France, c'est dans toute l'Europe, dans chaque pays, il y a ça. Mais en Bulgarie, c'est particulier. En Bulgarie, ils payent les stages de réinsertion des militaires bulgares. C'est-à-dire que les militaires bulgares qui ont commencé leur carrière dans le cadre du pacte de Varsovie, qui sont formés à la soviétique, qui maintenant vont être réinsérés socialement avec l'université, éventuellement Soros. Alors dans le pays, il est investi absolument partout. Quand vous allez au musée pour voir les costumes folkloriques, il y a une brochure. La brochure est estampillée Soros. Je dis que son nom était sur le nom, était Rila pour le nom l'équivalent du Mont Saint-Michel. C'est comme s'il avait acheté la marque Mont Saint-Michel. Il a pris tout l'institut des études slaves qu'il a fichu en l'air, parce qu'il ne s'agit pas de garder le lien avec la Russie, qui est très bien vu dans l'histoire bulgare, parce que les Russes ont été les libérateurs en 1876, et puis parce qu'avec les Soviétiques, il y a eu un système qui s'est formé, qui fait que, après les purges dans les premières années, je ne vais pas dire que c'était vivable, mais ils se sont installés dans un
dans un cadre qui a fini par leur convenir au bout du compte, surtout après 10 ans de libéralisme forcé, où ils n'ont vu que les inconvénients, c'est-à-dire un appauvrissement dramatique. Autrefois, ils avaient un système social qui leur garantissait éducation, santé, logement, vacances, à l'intérieur du Comecon, évidemment. Tout ça est fini. Ils ne peuvent même pas, ils ne peuvent tenir qu'en faisant venir des légumes de la province. Mais d'ailleurs, il tirait un bénéfice très... Soros ? Non, pas Soros, la Bulgarie. Et les Bulgares tiraient un bénéfice... Enfin, les Bulgares, je sais pas, mais la Bulgarie tirait un bénéfice certain de cette situation, puisque j'avais ce matin Jean-Claude Rollina à la maison, qui est un journaliste itinérant de la famille nationaliste, qui collabore à plusieurs journaux, qui est surtout un photographe, et qui est surtout une espèce de globe-trotter. Et il me racontait que quand il était allé en Bulgarie, avant la chute du régime soviétique, le pays était l'idée. Il me disait, c'était horrible parce que nous, on était partis là-bas pour se dépayser, et quand on est arrivé là-bas, on était entouré de 1000. C'est-à-dire que tous les comités d'entreprise contrôlés par la CGT envoyaient leurs adhérents en Bulgarie. Et les plages bulgares, où sont passés les relais ? C'était la bande à 1000. Tous ceux qui ont connu ça. Ils n'y sont plus. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas gardé le moindre souvenir du pays où ils ont passé des vacances. Ils n'ont pas la moindre, je dis pas de solidarité, mais enfin la moindre idée d'aller comprendre ce qui est devenu le peuple qu'ils ont vu, même l'espace de vacances. Ça les intéresse pas. Ces gens d'ailleurs. Oui, mais c'est une grave question que je me pose par rapport à tout ça. Quand je vois le comportement de Robert Hue qui ne s'occupe que de profit, moi ça m'inquiète beaucoup. C'est pas que je souhaite que les... Enfin bon, on va fermer la parenthèse sur ces gens-là. Mais c'est quand même significatif que... oui, c'était un lieu de vacances, la mer Noire. Maintenant, d'ailleurs, elle est récupérée par l'Allemagne, qui a toujours besoin d'aller en vacances quelque part. Et l'essentiel de la mer Noire est squatté par l'Allemagne. Et puis, aussitôt suivi par, comme d'habitude, par les voyages Cook et des choses de ce genre, c'est-à-dire les voyages anglais, les croisières sur la mer Noire et ainsi de suite. Alors, par rapport on revient au rôle de la Bulgarie à ce moment-là, elle servait surtout à une chose, elle était le contact principal avec les pays arabes. Dans l'intérieur du Comecon, il y a une sorte de division du travail, et mis à part qu'elle s'occupait pas mal d'armements comme la Tchécoslovaquie à l'époque, elle était chargée des contacts avec les pays arabes. Ça va très très mal depuis quelque temps, parce que le président Stoyanov, qui est libéral, et le Premier ministre Kostov ont fait en sorte que les liens soient maintenant tous vers Israël, ce qui déplaît beaucoup aux pays arabes, qui ont donc cessé toute relation avec la Bulgarie. Et il se passe une chose très curieuse dont on ne parle pas du tout, mais on ne parle vraiment jamais de la Bulgarie, donc c'est pas très étonnant. Il y a une prise d'otage d'infirmières bulgares en Libye, et on les accuse donc par Kadhafi qui a servi d'intermédiaire dans une autre prise d'otage récemment, si vous vous rappelez. Et bien lui aussi prend des personnes en otage. Les infirmières, les Bulgares, on les accuse d'avoir répandu volontairement le sida en Libye. C'est étrange. C'est curieux. Le monde devient pervers polymorphe. On redevient pervers polymorphe. Enfin bon, c'est pour dire que ça ne va plus aussi bien que ça allait avec les pays arabes. Et puis récemment, ils ont aussi jeté dehors un conseiller jordanien qui était membre d'une fondation koweïtienne. Les Koweïtis investissent énormément en Bulgarie, sans doute à la suite d'un marché suite à la guerre du Golfe. Vous voyez, c'est les circuits. Et il a été jeté de Bulgarie, ce qui est quand même signe qu'il devait faire des choses qui ne devaient pas être sympathiques du tout, pour agitation religieuse. Alors à propos de jeter quelqu'un d'un pays, je fais une petite parenthèse, il s'est passé quelque chose... C'est pour juste donner les derniers événements par rapport à ça. Voilà. Une parenthèse pour mais justement, une parenthèse à propos des expulsions de personnes indésirables de certains pays. Il n'y a pas très très longtemps, je crois... dont on va reparler, de toute manière, on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Monsieur Soros a prétendu aller mettre ses grosses pattes sur la Slovaquie, si je me souviens bien. Oui, ça n'a pas bien marché. La Slovaquie, c'est l'autre pays de l'Est dont on ne parle jamais, pour des raisons qui ne sont pas faciles à expliquer. On a scindé le pays en deux, tout le monde a crié au miracle, et en fin de compte, ça se passe pas très 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 bien. Il se passe des choses étranges à Prague, donc dans la partie tchèque, avec des changements de population, 15 000 Américains à Prague, pourquoi ?
Et quel genre d'Américains? C'est aussi une question. Oui, c'est une bonne question. Oui, il y a des changements brutaux de population un peu partout en Europe. On ne voit pas bien d'où ça vient. À Berlin, il y a d'énormes changements. C'est en Allemagne. Pour l'instant. Pour le moment. Il y a d'énormes changements de population. Oui. Oui, mais ça c'est un peu normal, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis il y a 50 ans. Ils viennent de Russie, ceux-là. Voilà, mais il faut qu'ils reviennent. Mais alors donc, en ce qui concerne Soros viré de Slovaquie, il s'est passé une chose curieuse, c'est que Soros a été chassé il a été prié de quitter la Slovaquie parce que on pensait que le travail qu'il faisait n'était pas conforme aux intérêts slovaques. Et quelques temps après, il s'est passé un événement qui n'était jamais arrivé dans ce pays. Il y a eu une profanation de synagogue ou de cimetière ? De synagogue. Vous pensez que c'est lié ou pas? Non, je sais pas, je constate parce que Parce que Soros s'occupe surtout de tolérance et de open society, de société ouverte, et qu'il impose absolument partout d'une manière très forte. Je veux dire que si on avait eu besoin d'une preuve que la Slovaquie n'est pas un pays tolérant, le fait qu'ils aient viré Soros, c'était pas suffisant. Tandis que là, si on se met à profaner des synagogues ou des cimetières israélites dans un pays comme la Slovaquie, ça devient la preuve que la Slovaquie n'est pas un pays tolérant, et que, comme disait le journal à propos de la Grèce, la question se pose finalement de savoir si le moment n'est pas venu de rendre à la Slovaquie son vieux nom de province ottomane de Slovaquie. Je savais pas, ils étaient ottomans en Slovaquie? Je sais pas, mais enfin, on peut très bien décider qu'ils l'étaient. Oui, mais les chiffres sont arabes. Moi, ce que je pense, quand j'ai parlé avec les Bulgares, c'est que la France a servi de laboratoire dans un premier temps, il y a une quinzaine d'années par rapport au front. Il y a tout le mouvement montant appelé populiste ou je sais pas quoi. Il y a eu 30 qualificatifs qui se sont succédés. Et on a vu que c'était des opérations de diabolisation qui marchaient très très bien, qui permettaient d'obtenir certaines choses. Maintenant, ce genre de problème se déplace un peu partout. Ce genre de solution plutôt que de solution, oui. Enfin, il crée le problème et c'est-à-dire qu'on vous explique partout que le danger. En Autriche, c'est quand même Monsieur Eder. En Autriche, je vous en reparlerai dans 2 secondes par rapport à ça, mais en Bulgarie, il y a une fondation pour la tolérance qui est patronnée par un Monsieur Eli Cohen, qui regroupe des choses totalement inconnues, l'avant-veille, des témoins d'Yéhovah, ça existait, c'était d'ailleurs une religion normale. À l'Est, elle n'était pas très aimée, mais à peu près acceptée. Les mounistes, c'est quand même extraordinaire. Après avoir fait pendant 20 ans profession anticommunisme, ils sont réapparus sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas extraordinaire, c'est que chaque fois qu'il y a un lézard dans les milieux nationalistes ou dans les partis nationalistes d'un pays, vous voyez arriver, vous voyez les mounistes. En France, quand même, avant l'explosion du Front National, il y a eu l'infiltration du Front par des mounistes. C'est quand même curieux de retrouver ça en Bulgarie. Un petit peu pas au hasard parce que j'ai ma liste des différentes associations religieuses qui étaient là, mais je n'avais pas pensé à ça. Il y a énormément d'églises nouvelles du dernier jour, du premier jour, et ainsi de suite, des choses totalement inconnues qui sont apparues, une 50aine, qui ont signé cette charte pour la tolérance, et la tolérance est la manière dont on souhaite contraindre les Bulgares, comme en Grèce, toute proportion gardée, on souhaite contraindre les Grecs orthodoxes en leur faisant renoncer à la mention de leur identité sur la carte nationale. On souhaite les pousser sous prétexte de tolérance vers une identité plus floue, et l'identité plus floue permet d'obtenir des avantages matériels bien précis. Se plaignent de ne pas savoir très bien qui est Monsieur Soros. Soros. Alors Soros est un milliardaire américain né en Hongrie. Apparu, il s'est mis à fonder une kyrielle d'associations au lendemain des accords d'Helsinki, et son siège se trouve non loin de la fondation Rockefeller. Il faut savoir que c'est l'homme qui a réalisé les plus grosses spéculations sur les livres, sur le franc, les monnaies, la livre, le franc, qui a été très menacé. C'est d'ailleurs un cas unique parce qu'au départ il n'avait pas du tout d'argent. Et puis d'un seul coup il s'est mis à jouer sur les monnaies. Alors moi qui n'ai pas du tout d'argent, je sais ce que c'est quand même. Pour jouer sur les monnaies, il faut en avoir un peu au départ. Il est omniprésent dans toutes les questions de l'Est, chez les Russes, chez les Tchèques. Et alors ils montent des fondations, qui sont toujours des fondations pour la tolérance. Oui. Pour la liberté de la presse, pour la liberté de la presse. D'ailleurs, il achète tous les journaux pour être sûr qu'ils sont libres. Il achète des universités. Par exemple, il y a une radio, c'est une chose très étrange qu'on ne comprend pas vraiment très bien. Il y a une radio à Belgrade. C'est une radio américaine qui a fonctionné pendant la guerre, dont on ne
nous dit là actuellement qu'elle est interdite par Milosevic, mais ça fait partie de ces questions très, très difficiles à résoudre, de savoir s'il y a ou non convergence, connivence entre les anciens leaders communistes et le pouvoir américain. Et il n'y a pas de réponse nette en réalité. Je crois qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a au moins une approche de réponse. Il suffit de voir ce qui s'est passé au moment du débarquement américain en Sicile, à la fin, disons dans les années 44. Hein. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils sont arrivés, les premiers avec lesquels ils se sont entendus, c'est avec le chef de la mafia. Absolument. Bon, quand ils débarquent en Sicile, ils s'entendent avec le chef de la mafia pour réussir leur débarquement. Et quand ils débarquent en Europe centrale ou dans les pays de l'Est, ils s'entendent avec le chef de la mafia. Il faut quand même indiquer que, par exemple, au Kosovo, les forces, ça c'est pas moi qui le dis, il y a un rapport officiel de l'OTAN qui établit, et puis surtout diverses organisations, ce rapport officiel établit que la propriété matérielle, financière des bordels dans lesquels sont esclavagisées des femmes albanaises ou des femmes de toutes origines qu'on vend aux soldats des forces d'occupation de l'OTAN actuellement au Kosovo, la propriété matérielle et financière est entre les mains d'un petit groupe d'officiers de la KFOR et d'administrateurs de la KFOR. Ça a été prouvé, l'accusation en a été lancée, il y a des gens qui ont été arrêtés pour ça. Ça n'a pas beaucoup fait bouger. Et personne n'en a parlé, le petit docteur Kouchner n'en a pas pipé mot. Et on voit bien qu'il y a une imbrication extraordinaire entre les mafias, les administrations apatrides, les forces armées d'occupation, et c'est constant. Ça là, c'est une situation de guerre. Mais dans la situation de paix théorique que connaît la Bulgarie, en fait, c'est la guerre économique qui compte, et c'est aussi une mafia. Simplement, c'est une mafia plus civilisée. La Bulgarie est une des voies de passage les plus importantes de la drogue. C'est-à-dire, la drogue vient de Turquie, d'Azerbaïdjan, passe par la Turquie, remonte par la Bulgarie et va jusqu'en Russie en passant par l'ancienne Tchécoslovaquie, la Moldavie et auparavant l'Ukraine aussi. La réalité du pouvoir politique en Bulgarie, c'est la corruption. Ça veut dire aussi ce que vous venez de nous dire, que la drogue suit exactement la route des produits manufacturés. Les mêmes, oui. Et des produits et des énergies. Et des conseillers du FMI. Le corridor numéro 8 qui sert ou qui servira. Oui, qui n'est pas encore tout à fait fait, mais qui va traverser les Balkans d'est en ouest ou d'ouest en est, enfin de manière transversale pour relier la Méditerranée d'un côté et la mer Noire de l'autre. Il va servir à transporter de l'énergie, des matières premières, les capitaux, des prostituées, de la drogue, les capitaux de manière générale, capitaux, sales ou propres. L'énorme problème que l'on a aujourd'hui, c'est que l'économie du crime est supérieure à l'économie légale des gouvernements en poids. On nous a demandé d'expliquer qui était Soros. Je ne sais pas si ça explique ce qu'est Soros. Mais on a l'impression, à travers ce que vous nous dites, qu'il y a... Oui, c'est un prêtre. Non, enfin, il y a des structures derrière. Ouais. C'est toujours suivi par des conseils politiques bien précis, c'est encadré par des gens connus, Berginski, Albright. Mais c'est un personnage à la... Comment s'appelle ce type qui est mort, là, qui s'est noyé Maxwell. C'est un personnage à la Maxwell. Exactement le même genre de choses. À la Murdoch aussi, c'est-à-dire des gens qui sont brusquement à la tête d'un pouvoir immense, sans qu'on comprenne exactement les racines. On pourrait se poser la même question qu'à propos de l'avortement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens? Moi, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être la première lettre, on peut penser que la première lettre c'est M, Murdoch Maxwell, mais avec Soros, ça marche pas. Je vais vous parler d'un autre, Boshkov. Boshkov, c'est un vice-premier ministre. C'était un vice-premier ministre il n'y a pas longtemps, directeur de l'agence de privatisation en Bulgarie. Alexandre Boshkov. Ça, c'est une bonne plante quand même. C'était l'homme qui vendait l'industrie bulgare à des investisseurs privés. À des copains, en réalité. Et bon, j'ai déjà raconté l'affaire Balkanair, la compagnie aérienne, 40 avions vendus 150 000 $, une tour de contrôle, des hôtels et beaucoup d'autres choses en plus. Alors il faut dire, c'est parce que ça paraît 150 000 $, ça paraît un chèque énorme. C'est à peine le prix d'un moteur. C'est le moteur d'un des 40 avions, à peu près. Voilà. Bon, tout c'était peut-être pas en état, il fallait de l'entretien, c'est entendu, mais enfin c'était une compagnie qui tournait et qui pouvait faire des choses. C'est la différence entre Monaco et le Luxembourg. C'est quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Voilà.
Bien, donc je ne sais pas si on a bien expliqué il y a beaucoup de choses sur les ministres, maintenant on voit Bochkov, sur Mihailova qui est la ministre des Affaires étrangères. Oui, qui est intéressante aussi. Qui est intéressante parce que quand même le lendemain de l'effondrement du mur, où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve dans une université américaine. Et puis très très jeune. Hein. Alors que c'était une pure stalinienne. Elle était traductrice, elle était, on ne sait pas exactement, journaliste freelance, disait-on. Ah, ça, en Bulgarie, il doit y en avoir des paquets, oui, effectivement. Pas énormément à l'époque, donc ça c'est la biographie, et du jour au lendemain, elle se retrouve ministre des Affaires étrangères à 30 et quelques années à peine. Et elle déploie une énergie fabuleuse. Et elle n'a pas fait la même découverte que Madame Albright dans son passé, non? C'est pas impossible, en 13 ans comme Madame Albright, c'est pas impossible. J'ai pas... Alors, il y a une chose qui m'avait beaucoup amusé quand vous êtes rentré de Bulgarie, c'est que vous m'avez montré des photographies, on en a publié une d'ailleurs dans le Libre Journal, qui montre, pour moi, cette photographie, elle symbolise absolument l'invraisemblable arrogance du marché mondialiste. C'est l'histoire des yaourts. C'est-à-dire que la Bulgarie, c'est le pays du yaourt. Si vous demandez à n'importe quel crétin dans la rue, et il n'y a pas que des crétins dans la rue, mais il y en a quand même pas mal, Bulgarie vous dit yaourt au goût bulgare. Bon, tout le monde sait ça. Il y a le mystère des voies et le yaourt. C'est deux produits. C'est deux choses qui sont plus bulgares, justement. Voilà. Et alors, on voit arriver. Quand on arrive à Sofia, vous m'avez raconté, vous m'avez montré des photos. Ah ben c'est sur une des places essentielles de Sofia. On voit tous les bancs repeints en blanc avec le macaron Danone. Danone. Mais Danone était déjà présent depuis quelques années en Bulgarie. Mais probablement pour acheter des matières premières. Ils achetaient les ferments lactiques qui sont très importants pour la composition du yaourt. Alors ils ont sans doute épuisé ces ferments lactiques. Ça c'est extraordinaire. Quoi. Et parce qu'on ne voit plus le yaourt bulgare tel qu'il existait. Les paysans bulgares n'ont plus les moyens de fabriquer, ou en tout cas... Pas les moyens de grand-chose. Par exemple, il y a d'autres problèmes, la déforestation. On sait qu'il y a des grandes compagnies qui, un peu comme en Bosnie, font de l'exploitation, on va dire illégale, mais enfin hors norme, de forêts entières. C'est récent. Ils coupent les forêts. Oui. Et personne ne peut les en empêcher parce que... c'est des questions que se pose le bulgare moyen qui ne sait pas d'où ça vient, pourquoi et comment. Tout ça, on peut tout vendre dans un pays. C'est justement ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'on voit en accéléré ce qui s'est peut-être passé chez nous sur 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, donc on s'y est fait. Mais là, ça apparaît en 3-4 ans. Il y a un précipité, si vous voulez. Alors, symboliquement, cette histoire de yaourt Danone, elle me paraît très très importante. Cette marque imposée, c'est la méthode Soros en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire de la marque, vous dites que c'est vous qui avez créé le concept, la chose est à vous de toute éternité. J'essaie de vous pousser à raconter l'histoire du vieux monsieur qui se nourrissait de fromage, parce que voilà une histoire exemplaire. C'est pas n'importe qui. Et, là aussi, il faudrait que tous les auditeurs s'abonnent au Libre Journal, puisque on a le temps de développer en écrit beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire rapidement, même ce soir où on a le temps. Je suis loin d'avoir dit tout ce qui a été écrit dans le Libre Journal. Nicolas Haïtov, le président des auteurs bulgares, de la Société des gens de lettres bulgares. Qui est considéré comme un des plus grands écrivains de langue bulgare. Ah oui. Qui est le plus lu, qui a été tiré déjà à 4 millions d'exemplaires. Il faut voir donc sur 8 millions d'habitants, c'est pas mal. C'est énorme. Ils lisent beaucoup. Ces livres sont présents dans tous les foyers de Ils l'étaient. Mais non, parce que maintenant, il n'est plus édité depuis plusieurs années. On prétexte des absences de papier. Encore une fois, rappelez-vous qu'il y a la déforestation à ce moment-là. Ou par le bois, on ne sait pas. Et Nicolas Haïtov m'a reçu dans les locaux de Nova Zora. Nova Zora, j'en ai déjà parlé ici une fois, c'est le journal équivalent du Libre Journal à Sofia, c'est-à-dire un journal de résistance. Et il a expliqué comment est mort son frère, qui avait 2-3 ans de plus que lui. Lui, il en a 80, donc il avait 82 ans. C'était un solide gaillard. Nicolas Haïtov est lui-même un solide gaillard. Mais il ne mangeait plus que du fromage. Et il a appris un soir que le prix du fromage avait décuplé. Décuplé, comme ça, parce que... Dans la journée, le prix du fromage était multiplié par 10. Il est rentré, tracassé, il savait qu'il ne pourrait pas. Qu'il allait mourir de faim, tout simplement. Il est mort la nuit, comme ça il n'est pas mort de faim. Mais sans doute il ne devait pas manger beaucoup, puisque... Et donc, ce que m'a dit Nicolas Haïtov par rapport à son frère, c'est que c'était le cas de beaucoup de vieillards en Bulgarie actuellement qui mouraient de stress ou de faim. Vous savez que c'est marrant ce que vous dites, parce que j'ai remarqué une chose, faites l'expérience, hein.
quand vous parlez à des gens qui connaissent un peu le monde politique, et vous leur dites, écoutez, citez-moi un député honnête, je vous garantis qu'il cite Daubert. C'est extraordinaire. C'est le seul, apparemment. C'est le seul qu'on cite spontanément. Quand on dit, vous connaissez un député honnête? Oui, bien sûr, il y en a des députés honnêtes. Mais qui? Daubert. Mais un autre? Oh, oui, il y en a d'autres. Attendez, il y a combien de députés? 577. Non, mais peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Moi, je les fréquente pas beaucoup. Hein, j'en ai plus des députés à moi. Mais il faut demander à Monsieur Le Guen. Monsieur Cambadélis, ils sauront nous indiquer des députés honnêtes. La réputation de la classe politique dirigeante est très fortement entamée, disons. C'est spécialement sous le rapport de l'honnêteté, du financement et autres choses semblables, de la même catégorie. Oui. Emmanuel, vous vouliez parler du BEPC, vous? Oui, enfin c'était un peu anecdotique. Oui, ça change de sujet, mais vous allez voir. Excellent sujet du BEPC que j'ai donné la semaine dernière. Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure du niveau moyen dans l'éducation nationale, mais je trouve que c'est un sujet de discussion intéressant, c'est justement cette médiocrité du niveau, avec la volonté absolue d'égalitarisme, ce qui fait que, par exemple, pour les épreuves du bac cette année, il y a un nouveau système de notation qui a été mis au point, ce qui fait que si un élève a tout bon, c'est pas un jeu de mots, on lui laisse tout exact, non, il arrive à 21,5 points sur 20. Ah ouais, c'est bien ça. En fait, on rehausse le niveau pour que les gens passent au-dessus de la barre éliminatoire, qui n'est d'ailleurs pas à 10, qui se situe en général entre 9 et 10. Bon. Et puis vous avez le BEPC, le brevet des collèges, qui est absolument abracadabrant, puisque maintenant, à la dictée, vous aviez une dictée sur extraite des Misérables cette année de Victor Hugo, et le passage, d'ailleurs c'est assez surprenant, c'est Gavroche sur les barricades en 1848, et il y a 15 lignes, et on leur apprend à construire une barricade. On leur explique comment il faut placer les pavés, on leur explique comment qu'il faut mettre des portes vitrées, parce que comme ça... HER, bien entendu. Comme il y a des chevaux, ils se blesseront, et les gardes qui pourraient intervenir, l'armée se blessera sur le verre. Enfin, c'est tout à fait étonnant de voir qu'on donne ça comme sujet de dictée dans toutes les banlieues. Mais à l'intérieur maintenant du BEPC, on ne corrige plus les fautes. Il y a uniquement 10 mots qui sont du type A, avec un accent quand même, accent grave, maison, journée, et c'est uniquement sur ces mots-là qu'on est jugé. Donc vous pouvez, voilà, on ne peut pas vous faire. Si on écrit et vous écrivez n'importe quoi, vous n'aurez jamais 0 et vous ne pouvez pas baisser en dessous d'un certain niveau. Et pour la rédaction, on ne peut pas vous enlever plus de 4 points pour l'orthographe sur 20. Alors les sujets d'histoire étaient absolument, enfin vous allez intervenir après, les sujets d'histoire étaient absolument extraordinaires, puisque le sujet d'histoire, enfin il y avait un sujet d'histoire un peu plus classique, mais il y avait 3 éléments qui étaient très simples. Vous aviez un extrait d'un discours du maréchal Pétain, donc automatiquement qu'est-ce qu'on a après? On a un rapport de police sur la rafle du Veldiv, nécessaire, Pétain égale Veldiv, et 3e, graffiti résistant dans une prison. Alors il y a quelques questions, petite synthèse. Et donc, ça permet de relever les élèves, d'identifier les élèves déviants. Cours de droit, examen de droit civique, alors ça devient extraordinaire, c'est le droit de vote en Europe. Donc il y a des pays où on vote, après il y a ça se passe en Allemagne, après il y a l'Union européenne paye un voyage à des élèves français en Grèce. Oui, et malheureusement, il y a le pauvre Karim, élève d'origine marocaine, qui ne bénéficiera pas de cette subvention de 3000 francs pour pouvoir se rendre avec ses amis. Et en plus, il doit aller chercher un visa qui coûte très cher puisqu'il coûte 90 francs. Ah. Et puis après, vous avez un 3e truc, et en gros, on vous demande de conclure que c'est scandaleux. Emmanuel, c'est parce que ce qui est scandaleux, c'est qu'une citoyenne suédoise peut voter. Voilà. Alors on demande de comparer les systèmes en Europe. Voilà. Alors si c'est pas du décervelage, je sais pas ce que c'est. On m'a présenté non, mais ce qui est très drôle dans les sujets d'histoire, c'est que on donne un petit texte sur l'état de l'opinion française, justement pendant l'occupation.
qui était d'une manière générale antisémite. Mais elle jugeait elle jugeait sévèrement les mesures inhumaines prises dans la déportation, la séparation des enfants et des parents. Tiens, c'est curieux ça, effectivement. C'est effectivement assez bizarre. Mais c'était des sujets comme ça l'année dernière au bac. Et c'était des sujets comme ça cette année au BEPC. Moi, j'ai mis au point une technique absolument certaine pour obtenir la meilleure note, être sûr d'être reçu à un examen. Je la livre pour les jeunes gens qui passeront des examens l'année prochaine. C'est très très facile, que ce soit en mathématiques, en géographie, en histoire, tout ce que vous voulez. Si vous savez, vous répondez. Et si vous ne savez pas, vous répondez la chose suivante. Vous dites, c'est quand même absolument incroyable qu'on perde du temps à nous interroger sur des sujets aussi inintéressants et aussi secondaires quand on pense que la plupart des gens ne savent pas qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des déportations et 6 millions de personnes massacrées dans les camps de la mort. Voilà ce qu'on devrait dire, voilà ce dont on devrait parler dans les écoles, les lycées et les collèges de France, au lieu d'essayer d'apprendre le théorème d'Euclide. Et bien, si vous ne savez pas répondre au théorème d'Euclide, vous répondez ça, vous ne pouvez pas avoir 0, c'est pas possible. On est obligé de vous mettre 10. Sinon, le gars se dénonce lui-même comme un raciste et un antisémite et un négationniste révisionniste. Je trouve que c'est à étudier, ce truc. C'est la réponse maintenant, vous répondez ça, vous êtes sûr d'être reçu à tous les examens. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le sondage commenté par Henri Amouroux que la même question posée 10 ans après, est-ce que la France qui a déclaré la guerre entre la France et l'Allemagne en 1939, il y avait une majorité de réponses il y a 10 ans qui disait c'est l'Allemagne. Cette majorité est encore plus grande 10 ans après. Mais attention, c'est que le nombre de sans-opinion a diminué. Ah oui. Donc les gens se sont instruits. Oui. Ils se sont instruits du contraire de la vérité. Mais on les a instruits puisque le nombre de sans-opinion diminue. C'est que l'instruction par la télévision, par tout ce qu'on voudra, c'est l'Allemagne qui aurait déclaré la guerre à la France en 1939. Ça n'intéresse personne parce que les propriétaires de la presse sont les mêmes qui organisent ces déplacements de peuple. Mais moi je vous le dis. Vous êtes propriétaire de presse vous-même? Non, moi je suis pas propriétaire de rien du tout. Je parle des propriétaires, des gens qui contrôlent. Oui, les grands médias sont ceux qui organisent les grands déplacements de circulation. Et comme on ne veut pas que ces grands déplacements de circulation soient connus, on les passe sous silence dans les médias. Et d'autre part, je termine, et d'autre part, on les justifie, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce fameux système des mâchoires qui fait que d'une part on nous explique que ça n'existe pas, et en parallèle on nous explique que c'est très bien. Si vous lisez, vous avez lu d'ailleurs mieux que moi encore les articles répétitifs et littéralement monomaniaques d'Attali dans Le Monde, dans Politique Internationale, surtout dans les journaux américains. D'ailleurs, les articles ne sont pas traduits en français, curieusement, dans lesquels ils célèbrent à longueur de page, à longueur de page, les mérites de la société nomade, du mondialisme nomade. Donc c'est des gens qui vous disent, et la fin du club chrétien. Alors c'est des gens qui vous disent, c'est très très bien d'être nomade, il faut que tout le monde soit partout chez lui, il faut que les grands mouvements de population... Je crois qu'ils n'en comprennent pas les conséquences pour beaucoup. Ils en comprennent les conséquences. Ça fait tellement longtemps qu'ils le vivent que ça les gêne pas beaucoup. Et par conséquent, ils vous disent, c'est tout à fait normal que les gens circulent de pays en pays, qu'il n'y ait plus d'attache. Le nationalisme est un délire sanglant, comme dit ce crétin de Mélenchon, là, hier dans la réunion. Alors, vous disiez Mélenchon-Cornichon, c'est ça? Oui, Mélenchon-Cornichon. Il explique que non pas de nationalisme, c'est pire que ça. Les nationalités sont un délire sanglant. Ouais. Ça devient de la folie, leur truc. Ce sont des obsédés du nomadisme. La destruction des peuples, les nationalités, voilà, ce sont des obsédés de la destruction des peuples, de la déculturation des peuples, de la mondialisation de la culture, de la prétendue culture. Et véritablement, on est maintenant en état de résistance nécessaire. C'est pour ça d'ailleurs que je précise aux auditeurs qui pourraient s'étonner que j'accorde dans cette émission une si grande place à la Bulgarie, à la Serbie, qui sont des pays assez exotiques. Mais c'est parce qu'ils sont dans la même situation que nous. Ils nous précèdent. En première ligne. Ils sont en première ligne dans la même guerre. Et ceux qui connaissent aujourd'hui ce drame de l'asservissement, du pillage organisé de leurs ressources, de la destruction de leur culture et du transfert de leurs élites, je rappelle, pas seulement de leurs élites, de leur peuple. Je rappelle quand même que
aussi bien la Serbie que la Bulgarie sont des pays extraordinairement exportateurs. Ils sont pillés dans leurs ressources, ils sont pillés dans leurs individus, dans leur peuple. Sur 8 millions d'habitants, la Bulgarie a perdu 1 million de ses habitants au cours des 10 dernières années. Et je sais que la Serbie, c'est la même chose. N'importe quel Serbe aujourd'hui qui peut foutre le camp de son pays et le fait. Et toute proportion gardée, c'est comme s'il y avait 8 millions de Français qui étaient partis. Voilà, c'est ça. Je me souviens de Marchais, 10 ans, mais si un jour quand les communistes seront au pouvoir en France, n'importe qui pourra publier ce qu'il veut, à condition de trouver un éditeur. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et encore, c'est même pire aujourd'hui, parce que vous prenez l'exemple de Renaud Camus, par exemple. Renaud Camus, il a fait un énorme bouquin, il s'appelle Campagne de France, qui est, par certains aspects, remarquablement écrit, enfin, correctement écrit, disons, ce qui surprend maintenant, ça devient vraiment exceptionnel. Il est écrit à peu près en français, bon. Mais le contenu est quelque chose, c'est le fin fond de l'abjection pornographique. On peut pas descendre plus bas. C'est ce mec qui est évidemment un détraqué, qui écrit des fantasmes de détraqué complet. Homosexuel, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. C'est l'homosexualité portée à son paroxysme d'ordure. Bon. Eh bien, ce type a eu le malheur dans son livre de faire une toute petite incise dans laquelle il a dit qu'il aimait bien les paysages de France, qu'il aimait bien les chemins de France, qu'il aimait bien les gens d'origine, qui avaient une origine. Bon, une origine, dit-il. Avoir une origine, c'est bien. Voilà, les gens qui ont une origine, c'est bien. Voilà ce qu'il a osé dire. Monsieur Philippe Soler publie dans Marianne un article disant ça c'est répugnant, ça s'appelle de l'antisémitisme convenable et c'est le plus dangereux. Voilà. Donc c'est naturellement c'est plus dangereux d'être un antisémite convenable que d'être un antisémite qui envoie les gens dans les camps de la mort. C'est après Monsieur Soler, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Bon. Mais il avait trouvé un éditeur qui était Fayard. Cet éditeur, quand il a vu le scandale qui était provoqué par le fait que que cet écrivain Renaud Camus faisait allusion à une émission de radio dans laquelle il n'y avait que des Israélites qui avaient droit à la parole, ça a provoqué un scandale. Quand il a vu ça, il a mis le livre au pilon. Et ensuite, il l'a réédité sous la pression des amis de monsieur Renaud Camus, en supprimant les passages qui avaient été mis au pilon. Alors à ce moment-là, il y a eu des pressions de la part des amis, des ennemis de M. Renaud Camus, qui ont dit mais c'est absolument scandaleux de rééditer ce bouquin parce que vous allez le rééditer en laissant des blancs à la place des passages coupés, ce qui fait que vous nous accusez d'être des censeurs. Autrement dit, on a le droit de censurer, mais on ne veut pas que ça soit su. Mais bon. Alors, Durand a opposé une résistance qu'il considère lui-même comme héroïque, en disant non, je maintiens les blancs. On arrive à ce stade de délire, mais vous entendez bien, de délire total, où le fait d'accepter une censure, qui est une censure absolument illégale, qui ne s'appuie sur aucune décision de justice, simplement du terrorisme censeur, le fait de se prosterner devant cet acte de censure terroriste, et de le faire en disant simplement je vais garder en blanc la place des endroits censurés, devient un acte de courage. C'est vous dire à quel niveau on a mis la barre du courage dans notre pays maintenant. Mais depuis un an, Serge, je dis qu'il faut étudier le système de samizdat russe. Oui, tout à fait. Le libre journal, c'est un samizdat d'une certaine manière. C'est exactement ça. J'ajoute qu'en France, récemment, il y a un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle le livre de Favilla, le terrorisme intellectuel, c'est ça ? Oui, le terrorisme intellectuel. Chose extraordinaire que personne n'a dit, absolument personne n'a dit ça. L'éditeur du terrorisme intellectuel, pour publier le terrorisme intellectuel, a demandé la suppression d'un chapitre. C'est fabuleux. L'auteur a accepté. Il a accepté, il a travaillé pendant 2 ans pour faire un bouquin, il est bien obligé, c'est son métier quand même. Faut bien que le bouquin sorte. Bon. Je parlais de Mélenchon tout à l'heure. Je voudrais, parce que j'ai employé un mot sévère, une appréciation de caractère clinique. Et je voudrais prouver ce que je dis, parce qu'il ne suffit pas de dire les choses en l'air comme ça. Alors je vais vous lire une dépêche AFP. Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé dimanche que le souvenir de la rafle du Veldiv, dont le jour anniversaire, le 16 juillet, vient d'être proclamé journée nationale, devait être celui d'une journée de deuil et de honte pour les Français. Première chose. Voilà. Moi, je vois pas d'ailleurs, étant né en 1946, en quoi je pourrais avoir du deuil et de la honte pour un truc que j'ai absolument rien à faire. J'étais pas au Veldiv, ni parmi les visiteurs, ni parmi les transporteurs. Bon. Alors, de ce crime, ajoute Mélenchon. Il faut que je précise d'ailleurs que Mélenchon
il est très très bien placé pour donner des leçons de morale. C'est un ancien du parti de la secte trotskiste-lambertiste, du parti communiste internationaliste. Alors, on voit à peu près le genre de démocrate sourcilleux que ça peut être, ce bonhomme-là. Moi, ça me fait bien rigoler de voir ces gens qui ont été les complices de l'imposture la plus sanglante du millénaire. L'imposture communiste, marxiste, trotskiste et socialiste. L'imposture qui a donné naissance à des Staline, à des Lénine, à des Staline, à des Mao Tse-tung, à des Ceausescu. Et à tout le mal que ce XXe siècle a connu. Ouais. Vous avez des gens qui ont pas encore un communiste en 17, on pouvait comprendre que poussé par la misère, mais eux, il est né en 50, Mélenchon. C'est-à-dire que quand il a commencé à comprendre quelque chose à son univers, c'est-à-dire pas grand-chose d'ailleurs, on était déjà en 66, 67, 68. Plus personne ne croyait au communisme. Tout le monde savait, plus personne doté d'un cerveau. Tout le monde savait que le communisme était un fleuve de sang. Eh bien, ce type, il adhère au parti communiste internationaliste. C'est incroyable. Et 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il vient et dit, je vais vous expliquer ce que c'est que la démocratie. Mais mon Memel, on n'a pas attendu que tu sois là pour savoir ce que c'est que la démocratie. Effectivement, si la démocratie permet des gens comme toi d'être ministre, alors c'est vraiment le régime de merde dans toute son horreur. Alors il ajoute, Memel, de ce crime, écoutez bien, c'est hallucinant. Aucune génération de Français ne doit se sentir indemne. Ah non, moi je suis indemne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mélenchon. Il ajoute, Mélenchon pas tout. Mélenchon partout. Il ajoute. Alors attendez, parce que vous avez bien entendu ce que je veux dire. De ce crime, aucune génération de Français ne doit se sentir indemne. Et juste derrière, il ajoute. Tous sont coupables et tous sont Français pour notre honte. Et ensuite il dit, alors là ça devient complètement fabuleux, ensuite il dit, il ne faut pas confondre un seul instant les autorités de fait moralement faillies qui sont à l'origine de ce déni de justice, ni leur misérable corps d'exécutants avec la France à laquelle nous adhérons. C'est un propos de crétin. Il dit on est tous coupables, on a tous participé à ça, on ne doit pas se sentir indemne, mais ceux qui ont fait ça n'ont rien à voir avec nous. C'est absolument extraordinaire. Il y a un mot qu'il faut reprendre parce que, Serge, qui résume un peu tout ceci. On va parler un tout petit peu de sémantique, parce qu'il faut en faire. Il y a des informations, c'est aussi un principe de sémantique. C'est que, à l'heure actuelle, les dirigeants français et celui-ci, par exemple, ne font plus acte de repentance, c'est des actes d'allégeance. Ce qui est grave pour nos peuples, et ce qu'il faut employer, le mot qu'il faut employer à l'heure actuelle pour Chirac, pour ces gens-là, c'est que ces gens-là font allégeance. On fait allégeance à tout ce qui n'est pas français. Et tout ce qui peut détruire la mémoire du peuple français. Si des gens ont commis des délits, ils ont commis des délits, on les poursuit un temps, mais on poursuit pas leurs enfants. Eh bien, à l'heure actuelle, il y a une mémoire supérieure qui veut que l'on poursuive les enfants de France. Au nom de quoi? Au nom de quelle vérité éternelle? Que M. Mélenchon nous dise, au nom de quelle vérité éternelle, les enfants de France vont-ils payer pour des crimes qu'ils n'ont pas commis? Que M. Mélenchon nous le dise. Oui, je préfère qu'il se taise, Mélenchon, il en dit déjà beaucoup. Elle disait en 1930 à peu près. C'était en 28, je ne suis pas du tout sûr, mais c'était avant la création de la SDN, en tout cas. Non, c'était au tout début, au tout début de la création de la SDN. Les politiques qui s'agitaient dans les couloirs de la SDN avaient un mot d'ordre, avaient une phrase, c'est il faut balkaniser l'Europe. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut la morceler. Donc c'était en 28, autrement dit, ça fait 72 ans. Je suis pas sûr de la date. Au moins, mais en tout cas, c'est ça 28. Hein. En tout à cas, peu près, c'est dans cette zone-là. Oui. En tout cas, ça fait 80 ans, en gros, pour simplifier, au moins 80 ans, et probablement plus longtemps que ça. Que les mêmes, c'est-à-dire les gens qui étaient les patrons de la SDN à l'époque, qui contrôlaient la SDN en sous-main, et qui depuis contrôlent absolument toutes les organisations internationales en sous-main, les mêmes nous disent la même chose. Oui, morceler, diviser pour régner, en réalité, c'est connu. Et ça marche encore aujourd'hui, puisque là, il y a un message qui n'a rien à voir, mais qui dit la même chose, qui dit, à propos de Chabanis, on en parlera tout à l'heure, est-ce que les projets de M. Chabanis ne s'opposent pas à un phénomène qu'on voit monter en ce moment, qui est le phénomène de la régionalisation. C'est exactement la même chose. La régionalisation, c'est une façon de balkaniser.
Oui, mais ça c'est parce que Milosevic, il faut le dire quand même avec force, et il faut le répéter. Voilà. Milosevic, contrairement à ce que tout le monde vous répète sur les radios, les télévisions et dans les journaux, n'est pas l'ennemi des Américains, c'est le pantin, c'est la marionnette du pouvoir américain. Absolument. Ils l'utilisent, comme ils ont utilisé en son temps Saddam Hussein, en l'envoyant. Quand ils en ont eu marre, ils lui ont dit allez donc attaquer le Koweït, nous on s'en occupe pas, ça ne regarde pas, et moyennant quoi ils lui ont triqué. Voilà. Avec Milosevic, exactement la même chose. C'est la promotion de l'OTAN dans les Balkans. Et vous avez un plan extrêmement cohérent qu'on a raconté dans le Libre Journal de division de l'Europe en unités administratives, les NUTS, la nomenclature unité territoriale statistique, qui est de diviser aussi bien la France que tous les pays européens, et c'est la Yougoslavie est maintenant sur ce schéma, comme tous les pays européens. Et c'est pour ça, par exemple, que en Albanie, les nations. La monnaie albanaise aujourd'hui, c'est le mark. Je crois que ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'il existait une structure qui s'appelait la province. Et les provinces étaient des structures traditionnelles qui fonctionnaient très bien. La Révolution les a détruites pour les remplacer par des départements. Et il se trouve que ces départements, en 2 siècles, ils ont fini par devenir des entités territoriales fonctionnelles aussi. Ça, au début, ça représentait rien d'autre que du saucissonnage de province, mais à force, ça a fini par exister. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut détruire ces départements, il faut les nier les départements pour fabriquer des régions. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y a une structure qui commence à fonctionner et à permettre une normale expression des aspirations et des souverainetés populaires, eh bien, on détruit cette structure pour la remplacer par une autre qui va mettre encore 200 ou 300 ans à prendre corps. Alors peut-être que dans 200 ou 300 ans, les régions européennes, elles auront une existence. À ce moment, ils les casseront et ils n'attendront pas jusque-là pour faire autre chose. Voilà. Je crois que c'est la preuve, ça, du nomadisme intellectuel, du nomadisme politique, du nomadisme des idées qui est en train de s'installer dans notre pays. Et pas seulement dans notre pays, mais dans notre civilisation. D'une permanente fuite en avant. Alors il y a 3 cas de figure qui sont extraordinaires, qui ne se sont jamais passés dans l'histoire de France. 3 cas de figure, le haut-jeu de la remise en cause de la souveraineté du peuple français par un pouvoir exécutif et législatif. Je ne parlerai pas d'Amsterdam ou de Maastricht. Le pouvoir législatif, dans 3 cas bien précis, a remis en cause, et ce de manière définitive, en ce qui le concerne, le pouvoir législatif et exécutif a remis en cause la souveraineté du peuple français. Il a fait voter 3 lois internes qui mettent en cause la souveraineté du peuple français. La première loi, qu'on a bien vite oubliée, c'est la loi sur l'auto-amnistie, qui a autorisé dans la Constitution les partis politiques à détourner de l'argent du denier du peuple, qui a autorisé les partis politiques à s'auto-amnistier de délits qu'ils avaient commis en tant que partis. Ce qui est beaucoup plus grave que d'avoir commis des délits en tant que particulier. En tant que parti, la Constitution ne leur donnait pas le droit de s'auto-amnistier. Il fallait qu'ils passent à la moulinette. Cette auto-amnistie, c'est une privation de la souveraineté populaire sur les deniers, sur l'impôt public. Deuxième cas de figure, le droit de vote des étrangers. Le droit de vote des étrangers a été voté par des membres de l'exécutif et des membres des partis politiques, et c'est une remise en cause totale de la souveraineté française, c'est-à-dire de notre souveraineté individuelle et commune. Parce qu'aucun parti n'est mandaté, aucun parti, le pouvoir législatif français n'est pas mandaté par la Constitution pour voter des textes de loi limitant la souveraineté individuelle et commune du peuple français sur son sol. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, qui va, et nous allons en parler dans les actions que nous allons mener, va se terminer par une plainte que nous déposerons en septembre. Le troisième cas de figure est aussi grave. C'est la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, et on l'a dit après que le procès se soit terminé, a confondu les 2 pouvoirs, justice et pouvoir législatif. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de constitution, parce que la séparation des pouvoirs est un principe sacro-saint de la République. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux. Et dès l'instant où le législateur, sur ces 3 cas de figure, s'autorise de soustraire au peuple français son droit d'arbitrage, de lui retirer dans des cas très différents sa souveraineté, le peuple français peut appeler aux États généraux et faire le bilan. C'est ce qui va se faire, et faire le bilan, comme ça a été fait par les cahiers de doléances, et faire le bilan de la destruction de la nation française et du peuple français. On revoit, il est paru dans le Monde, l'impact de notre action fait que quand nous avons décidé
simplement de dire c'est les Français qui décident de l'intégration et de l'immigration, comme nous avons décidé d'en appeler aux États généraux, immédiatement. Il s'est passé dans les médias et dans les structures politiques de gauche, ils ont dit il faut abandonner le thème d'intégration parce que, en effet, dans le mot intégration, on peut mettre autre chose. Et aussitôt, nous avons vu dans Le Monde du 20 avril, dans le journal du Monde du 20 avril, un article qui s'appelait « Au revoir l'intégration » et qui disait ceci: « L'intégration ne permet plus de décrire la réalité, déclare Nassira Ghenif. Une telle évolution marque sans doute plus profondément la dissociation entre le thème de l'immigration et de l'intégration. » Mais, et là je vous dis, il y a une concomitance, il y a une complicité, je ne sais pas. Passer à la place de M. Masclot, est-ce un hasard? Est-ce dans le but de contrôler l'opinion publique que le Figaro répond en écho le 10 juillet 2000 un article d'une page entière écrit par Laït Boutique, SOS Racisme, et elle reprend à son compte cette nouvelle stratégie médiatique et structurelle et déclare en France, les minorités ça n'existe pas. En clair, dès que vous avez commencé, dès que le mouvement que vous avez lancé a relancé en quelque sorte le débat sur l'intégration et sur l'immigration, le système a réagi. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est une conséquence? Ça on peut pas le savoir. Mais en tout cas on a vu le système, c'est-à-dire le système médiatique classique, dire oh il faut plus parler de tout ça, immigration, intégration c'est hors sujet, ça n'a plus d'intérêt. On parle de la souveraineté, immédiatement dans le Figaro il y a un papier qui dit oh mais la souveraineté, non mais alors ça c'est un truc étriqué, maintenant il faut parler d'autre chose. La bourse. Alors, là-dessus, je voudrais répondre quelque chose. Il y a 2 ou 3 ans, je crois, on nous a volé notre fichier d'abonnés. Ça nous a provoqué des tas d'ennuis, puisque nos abonnés ne comprenaient pas pourquoi ils recevaient des publications qu'ils n'avaient pas demandées. Le directeur du journal qui faisait ces envois avait volé notre fichier d'abonnés. Il a été pris de la main dans le sac parce qu'il utilisait nos codes, ce qui a permis d'identifier tout de suite la source. Et comme il avait le même imprimeur que moi, ça n'a pas été difficile de comprendre comment il avait fait ce vol. Et quand je lui ai dit que j'allais traîner dans les tribunaux pour vol, et étant donné qu'il avait été déjà condamné à plusieurs reprises et qu'il avait même fait de la prison, il s'est affolé et il m'a envoyé une lettre suppliante d'excuses par laquelle il m'a promis qu'il n'utiliserait plus jamais ce fichier et qu'il me demandait pardon. Et puis, donc j'ai cessé la procédure que j'aurais dû continuer, mais je suis un imbécile, tout le monde le sait maintenant. J'ai donc mis un terme à cette procédure, contre l'avis de ma femme d'ailleurs, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, cet homme qui entre-temps a tenté de voler Minute, réutilise mon fichier pour envoyer sa propagande pour son journal. Alors, je demande à tous les auditeurs qui sont mes lecteurs et qui recevraient cette propagande de me le faire savoir parce que cette fois-ci, je vais réellement porter plainte pour vol et je vais envoyer ce voyou en prison. Voilà. Et pour conclure sur la justice, M. Jean-Marc Varrot a affirmé sur Radio Courtoisie que la justice française allait de mieux en mieux et qu'elle était de plus en plus impartiale. Qui a dit ça? Jean-Marc Varrot. C'est Jean-Marc Varrot qui a dit ça? Non, moi j'ai un auditeur. Un auditeur me dit, Monsieur Jean-Marc Varrot, moi je ne l'ai pas entendu, je le jure, a affirmé, etc. Vous avez dû entendre ça à la Grande Loge de France. Oh. C'est tout? Pouvez-vous nous parler, si je vous l'ai déjà dit mais vous ne l'avez pas répondu, pouvez-vous nous parler de l'accord Chirac-Kadhafi pour éviter le procès du DC-10? C'est Védrine qui en sait long là-dessus, il a même fait une allusion très directe dans l'émission d'El Kabach ce matin, où il a dit il y a 1 an que nous avons entrepris de normaliser les relations avec M. Kadhafi. Il faut savoir que si Kadhafi est intervenu aussi brillamment dans l'affaire des bandits philippins, c'est qu'il a le contact depuis longtemps avec les 10 bandits philippins, puisque Kadhafi est un des financiers du terrorisme islamiste dans le monde, et il est notamment l'un des financiers, même le financier principal de Abu Sayyaf. Ce que savent très bien les Américains, les services américains, les services français apparemment ne savent plus rien, et par conséquent, il n'y avait absolument aucune surprise à ressentir quand on a découvert que les émissaires kadhafiens sous couvert d'une prétendue organisation humanitaire étaient en train de négocier la libération des otages avec Abu Sayyaf. Tout simplement ce qu'ont fait les Kadhafiens, c'est qu'ils ont demandé exceptionnellement à Abu Sayyaf de bien vouloir leur donner quelque chose
en contrepartie du fric qu'il lui verse depuis des années pour financer sa guérilla, ou plutôt ses bandes de terroristes et de bandits. Et cette fois-ci, Abou Sayyaf a donné les otages, tout simplement. Et Kadhafi a organisé le retour des otages au goutte à goutte pour pouvoir avoir non pas un triomphe, mais 3 ou 4 triomphes de suite, et en tirer tout le bénéfice politique qu'on pouvait espérer. Ce qui arrange d'ailleurs énormément l'Élysée et le pouvoir, et ce qui arrange Matignon aussi, parce que ça crédibilise en quelque sorte, ou sinon ça crédibilise, du moins ça fonde le droit du pouvoir à instaurer des relations normales avec le chef d'un État terroriste qui est Kadhafi. Malheureusement, Clinton, l'administration américaine a compris tout ça et elle a décidé d'y mettre bon ordre. Elle a envoyé quelques troupes aux Philippines et quelques conseillers militaires, et ils ont foutu la pâtée à Abou Sayyaf, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous invite encore une fois à lire le libre journal qui va sortir là, où il y a des révélations sur un aspect particulièrement révoltant, scandaleux, honteux de cette affaire.